Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est parce que la politique du gouvernement a été lourdement sanctionnée lors des élections municipales. Les électrices et les électeurs ont signifié par leur abstention ou leur vote hostile leur volonté d'autres choix politiques et d'un changement rapide de cap gouvernemental. Alors bien sûr, l'objectif n'était pas d'élire un président de la République ou de renouveler le chef de l'État, mais cet argument constitutionnel ne peut masquer la vérité des urnes qui montre également que le pouvoir présidentiel écrase et domine la Ve République. Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu vos propos d'hier et je les ai même lus avec attention. Et alors j'ai eu beau chercher, à aucun moment vous n'avez évoqué les raisons de la victoire de 2012. Vous avez même poussé l'audace ou une forme de provocation, mais peut-être, Monsieur le ministre, était-ce de l'arrogance. Vous êtes allé jusqu'à rappeler votre intérêt pour le discours d'investiture de M. Fillon en 2007. Faut-il rappeler les propos de M. Hollande à l'égard des années Sarkozy-Fillon? Faut-il rappeler les mois présidents? Et je ne ferai rien comme avant. Notre interrogation est d'autant plus forte que lors de votre réponse hier aux orateurs, vous avez interpellé justement l'opposition de droite en rappelant la légitimité du pouvoir actuel sur cette élection de 2012. Mais, Monsieur le Premier ministre, une légitimité n'est pas qu'institutionnelle, elle est aussi politique. Pour être légitime politiquement, aux yeux de notre peuple, il faut respecter les promesses et ne pas les trahir sitôt élus comme tant d'autres avant vous. Et ne me dites pas « nos promesses étaient illusoires, nous ne connaissions pas la situation ». Ce n'est pas vrai. Toute personne parcourant la presse économique, toute personne ayant suivi les développements de l'économie depuis 30 ans et en particulier depuis 2008, toute personne connaissant la domination des marchés du grand capital, comme l'a dit hier un député lors du débat de politique générale, toute femme et homme de gauche savait et sait que pour réussir une politique de gauche, excusez-moi de l'expression, il faut effectivement renverser les tables. Votre discours, Monsieur le Premier ministre, l'attitude du Président de la République qui reste sourd au message des urnes sont profondément inquiétants sur le plan démocratique. Que vaut le suffrage universel s'il n'est pas respecté, s'il est foulé aux pieds? Après les dures années Sarkozy, celles de l'indécence au pouvoir, indécence du culte de l'argent, indécence de comportement politique, indécence des mots, notre peuple, et singulièrement le peuple de gauche, attendait une rupture. Cette attente s'était d'ailleurs fortement exprimée au premier tour de l'élection par le score élevé du Front de gauche, qui rassembla, je ne cesserai de le dire, 4 millions d'électeurs sans lesquels, bien entendu, M. Hollande et vous-même, Monsieur le Premier ministre, seriez restés dans l'opposition. Cette rupture, et encore moins ce changement, ne sont pas intervenus. C'est sur le plan économique et social la continuité qui a prévalu. Dès le départ, François Hollande a claqué la porte au nez de l'espérance en approuvant le traité budgétaire européen Merkel-Sarkozy. Ce traité, faut-il le rappeler, inféode les pays européens aux dogmes libéraux placés sous la garde de la Commission européenne et de la BCE. La règle d'or, la soumission de la loi de finances au contrôle et à la validation des autorités de Bruxelles bloque d'emblée toute volonté de changement, même infime. C'est cette orthodoxie libérale qui fonde la politique d'austérité. C'est la déclinaison au fil des années du traité de Maastricht qui place toujours et encore le pouvoir politique sous le contrôle direct des marchés financiers. C'est le dogme de la politique monétariste fondée sur un euro aux mains des marchés financiers qui fonde l'austérité. Les peuples, les États doivent retrouver la maîtrise de la politique monétaire et hier comme aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, nous avons noté votre silence sur l'accord transatlantique qui place le marché européen sous contrôle des États-Unis. Nous le disons fermement, ne pas se libérer de ce carcan libéral rend illusoire toute affirmation de justice sociale, de défense de l'intérêt général. L'urgence, la priorité, c'est changer l'Europe, mettre en son cœur l'idée de solidarité, d'égalité,
de juste répartition des richesses et de démocratie. La ratification du traité budgétaire a eu des conséquences immédiates. Le CICE, avec 20 milliards de cadeaux au patronat, sans aucun impact réel sur l'emploi. Volonté de réduire le coût du travail, sans jamais s'attaquer au coût du capital, avec à la clé la remise en cause des droits des salariés, absence de mesures en faveur du pouvoir d'achat, remise en cause des droits à la retraite, poursuite de la destruction de l'accès aux soins, réorganisation de nos territoires aux normes européennes. Alors, comment s'étonner que cette politique d'austérité n'a pas permis de redresser l'emploi, comme hasardeusement promis, mais au contraire a fait exploser les chiffres du chômage. C'est le fondement de la déroute électorale: chômage, précarité, pouvoir d'achat en chute libre, insécurité sociale, jeunesse angoissée pour son avenir. Le 14 janvier dernier, le président de la République a annoncé donc sa volonté d'accélérer l'austérité, d'acter les choix libéraux en présentant le fameux pacte de responsabilité. L'accord pour des cadeaux massifs au patronat, pour une casse historique du service public avec la réduction de 50 milliards des dépenses publiques et pour une réduction considérable des prestations sociales, a quand même démontré que le chef de l'État avait fait son choix. Aucun vernis social ne pourra masquer l'ancrage libéral du pacte dit de responsabilité. La réduction des cotisations sociales, tant patronales que salariées, avec une hausse du pouvoir d'achat en trompe-l'œil, n'aura pour conséquence que le sabordage de la sécurité sociale, et je dirais que c'est de l'irresponsabilité sociale. Hier, vous avez confirmé et imposé à votre majorité ce pacte de confiance avec le patronat. Vous avez donc gravé dans le marbre ce concept: sans confiance, pas de croissance, sans croissance, pas de confiance. C'est le donnant-donnant avec le patronat, cette vieille recette que vous resservez avec des mots nouveaux. Cette confiance, Monsieur le Premier ministre, c'est celle qui chaque année octroie plus de 200 milliards de cadeaux divers et variés au patronat sans le moindre retour. J'ai noté votre infime prudence quant aux contreparties et même la disparition de l'observatoire devant s'y consacrer. Pire, vous nous renvoyez aux accords de branche d'éventuelles concessions du patronat. Ce point, excusez-moi, relève de la tartufferie. Le gouvernement impose à la société des sacrifices considérables, une mise à la diète des services publics et des collectivités territoriales, des chèques en blanc massifs, et vous signifiez aux salariés que pour le retour, on verra branche par branche. En réalité, ce pacte entre M. Hollande et M. Gattaz est une concession majeure au marché. Il acte pour longtemps la capitulation du pouvoir politique face au pouvoir de l'argent. Et c'est aussi la continuité qui a finalement marqué l'exercice du pouvoir. De la présidence normale, contrastant, il est vrai, avec l'excitation sarkozienne, on est vite revenu à une conception autoritaire, dirigiste du rôle du président de la République. Le Parlement a été maltraité depuis 2 ans. Précipitation, inflation législative, procédure accélérée, vote bloqué, absence de concertation avec sa propre majorité, condition même de décision du pacte entre 2 hommes, M. Gattaz et M. Hollande. Le gouvernement a poussé jusqu'à la caricature l'avantage que donne la Constitution au pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. La séquence qui se déroule aujourd'hui confirme pleinement cette analyse. L'article 49 de la Constitution donne les mains libres au pouvoir exécutif qui tire sa force de cette menace, la confiance ou la dissolution. Face à ce constat dramatique qui a tué en fait l'espérance née du 6 mai 2012 et qui a donc mené à la perte de centaines de villes et villages dirigés par la gauche, un autre cap doit être fixé, une autre politique doit être engagée. Alors mon propos ne suffira pas à détailler, mais des lignes fortes d'une politique de gauche doivent être fixées aujourd'hui. Changer l'Europe en s'appuyant sur les mouvements sociaux en développement, stopper les licenciements boursiers, les plans sociaux qui sèment désarroi et colère, contrer les marchés financiers en permettant à la puissance publique d'agir efficacement sur le plan des crédits. Et il faut lever le tabou. L'État, la collectivité doit à nouveau disposer de leviers, en particulier financiers, pour dynamiser l'industrie et l'économie, sans avoir à demander l'accord des marchés. Il faut redonner à notre pays sa vocation industrielle.
Il faut donner des droits nouveaux aux salariés pour garantir l'utilisation des richesses du pays en faveur de l'intérêt général. Il faut parier sur la croissance en agissant sur le pouvoir d'achat et en assurant une nouvelle répartition des fruits du travail. Et nous faisons le pari de la relance industrielle intégrant pleinement la transition écologique qui ne peut se conjuguer avec l'austérité. Il faut aussi agir pour la justice fiscale, mettre à plat la fiscalité. Ce n'est pas protéger encore et toujours les revenus du capital et le capital lui-même. C'est au contraire pour un gouvernement de gauche s'attaquer aux gros revenus et en particulier celui de la finance. L'évasion fiscale doit être traquée, elle doit être révélée et sanctionnée. Rappelons qu'elle représente chaque année 50 milliards. Sécuriser et développer les services publics nationaux et locaux devient une urgence également. Notre peuple a besoin de solidarité. L'éducation, la santé, le logement doivent être déclarés grandes causes nationales. Vous n'avez rien dit hier sur l'effort nécessaire pour l'aide dans les quartiers populaires. Les zones rurales, cela a été dit, doivent être protégées de la désertification. La sécurité et la justice doivent disposer de moyens dignes de ce nom et il est urgent de démocratiser nos institutions et notre société et d'agir pour les libertés publiques et lutter contre la xénophobie. Monsieur le Premier ministre, la Ve République est à bout de souffle. Certains disent même qu'elle est malade. Le peuple doit pouvoir reprendre un pouvoir qu'il ressent aujourd'hui confisqué. Le Parlement, c'est-à-dire la représentation populaire, doit être le lieu de débat et de décision et le rôle et le mode d'élection du président de la République doivent être repensés. Le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales doit enfin devenir une réalité politique pour des milliers et des milliers de nos concitoyens. L'indépendance de la justice doit être définitivement établie. Monsieur le Premier ministre, vos annonces sans concertation concernant les collectivités locales ont suscité, on le sait, de vives réactions parmi de très nombreux élus locaux qui tentent quotidiennement de combler les défaillances de l'État. Et je regrette d'ailleurs que certains n'aient pas eu le courage politique de le faire savoir hier. Vous avez repris à votre compte la vieille rengaine du millefeuille territorial en oubliant que c'est ce maillage démocratique au service des populations qui fait le modèle social et démocratique français. Vous oubliez aussi que votre gouvernement a joué la partition des métropoles, des pôles métropolitains, des communes nouvelles, des regroupements divers et variés avec pour seul objectif combattre l'ancrage démocratique de la commune et du département. Alors la commune, vous l'étouffez. Le département, vous voulez le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conformes au modèle libéral européen? Je n'ose penser que le dessein de ceux qui promeuvent ces choix, en particulier à Bruxelles, soit de casser ces lieux de résistance à la soumission de la société tout entière aux diktats des marchés et de leurs vitrines, les agences de notation. Idem, vous annoncez la fusion des régions. En tout état de cause, avec de nombreux élus de tous bords, nous combattrons de manière déterminée la soumission de nos territoires au dogme de la mise en concurrence et de la réduction des dépenses publiques. Nous combattrons ensemble la mise en cause de la clause des compétences générales des départements et régions, pourtant réaffirmée par votre propre majorité au Parlement il y a quelques mois et depuis lors promulguée. Avant de conclure, Monsieur le Président, je souhaite revenir sur la question du communautarisme qui me soucie particulièrement, moi, élu d'un département en grande difficulté, la Seine-Saint-Denis. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, mais vous ne le dites pas, c'est le libéralisme qui a fait le lit du communautarisme, la perte du vivre ensemble, l'oubli de la solidarité, la concurrence, le désastre social, source de repli sur soi, c'est le libéralisme qui en est la source. La bataille pour la laïcité, pour ne pas être incantatoire ou élitiste, doit être quotidienne sur le terrain. Comment, par exemple, imaginer lutter contre le communautarisme en laissant l'école dans l'état où elle se trouve dans nos quartiers, malgré le dévouement des personnels de l'éducation nationale? La déstructuration de notre société accélère les regroupements communautaires, recherche ultime d'une vaine solidarité perdue. Monsieur le Premier ministre, la France est une grande nation qui, avec d'autres, peut faire la démonstration que la mondialisation libérale n'est pas la fin de l'histoire. Oui, notre pays peut porter cette belle idée que demain, les valeurs d'égalité, de solidarité, de justice, de progrès et de paix l'emporteront sur celles de la concurrence, de l'exploitation, du profit, de la haine et de la violence. Alors,
Monsieur le Premier ministre, le Sénat ne se prononce pas sur la confiance, mais sachez que dès aujourd'hui, nous agirons pour le rassemblement de toutes celles et ceux qui demeurent attachés à l'idée qu'une alternative existe à la politique du marché, à tous ceux qui croient encore à la gauche et à ses valeurs, et que nous refuserons toute dérive libérale. Merci. La parole est à Jean-Pierre Cafet pour le groupe.